Le chant des sirènes. Bonsoir, bienvenue sur Le Chant des Sirènes, l'émission de société et d'actualité qui porte la voix des femmes sur Westrack, la radio associative et indépendante havraise. Dans Le Chant des Sirènes, on parle initiative locale, faits du moment, infos et chiffres clés, on tire des portraits, on se pose des questions et surtout, on parle des femmes. Depuis 99 émissions. 99e, je crois que cette fois-ci on est bon, Caro. Voilà, on a un peu de mal à suivre les chiffres. 99e émission. Ça fait beaucoup. En tout cas, depuis longtemps, depuis 6 ans, je crois. Voilà, peut-être même plus que ça. On est présente sur Westrack Radio et on essaye de s'armer pour mieux comprendre et lutter contre les injustices, les inégalités, les violences faites aux femmes, etc., etc. Et en 6 ans, on ne s'est pas ennuyé. D'ailleurs, si vous voulez réécouter ou écouter nos 98 émissions précédentes, ou en tout cas aller découvrir ce qu'on a pu explorer pendant les années précédentes, toutes les émissions sont sur le site de Westrack Radio et sur toutes les plateformes de podcast. Donc c'est Le Chant des Sirènes. Le Chant des Sirènes, voilà, c'est la réunion de femmes autour des micros de Westrack. Et comme tous les lundis, une fois par mois, ce soir, on va encore parler de coups de cœur, de coups de gueule, de choses à partager, d'histoires à raconter. Voilà. Et donc ce soir, autour du micro, autour des micros, oui, tout à fait, nous avons Doris. Bonsoir Doris. Bonsoir. Alors de quoi tu vas nous parler ce soir ? Je vais vous parler des empoisonneuses. Ça nous va bien. Et je ne me sens pas concernée. Et Anne-Laure est là aussi. Bonsoir. Bonsoir. De quoi tu vas nous parler ce soir ? Moi, je vais faire un petit fémage aux agricultrices ce soir. Très bien. En parlant de poison, la terre, C'est ça. Tout ça, quoi. Ok, très bien. Marine, bonsoir. Bonsoir. Et alors, quel est le sujet ce soir pour toi ? Alors, pareil, je vais parler d'empoisonneurs, je vais parler d'Europe 1. Ah, merci de t'être sacrifié pour nous. Sacrifié pour la cause. Pas simple. Et comme d'habitude, Marie, bonsoir. Coucou tout le monde, bonsoir. Oui, moi je vous ai préparé une petite playlist. On va commencer avec un peu de rock et puis j'avais envie de choses légères et de soleil, de chaleur. C'est bien ça. Donc, on finira par des petits trucs un peu funky et tout ça. Ouais, si un jour vous réécoutez cette émission et qu'il est, je sais pas, on est au mois de juillet, là sachez qu'on est au mois d'avril et que il fait une grosse écharpe autour du cou. Et qu'on boit des tisanes. Comme diraient nos mamans, en avril ne te découvre Exactement. pas d'un fil. Il y a Claude François qui disait en avril ne dénude pas un fil. Mais c'est autre chose. Enfin, lui, voilà, le ton est posé pour la soirée. Et bam. Et écoutez, je vous propose de passer un petit morceau musical pour commencer l'émission. Oui, alors on va commencer avec un trio belge qui se situe entre post-punk électro et sonorité new wave. Le son qu'on va écouter s'appelle Left Out. C'est un son bien tendu. C'est le single d'un de leur premier album éponyme qui s'appelle Yera Yera. Donc vous écouterez la voix atypique et sauvage d'Inge Enrote qui se pose sur une guitare aux rythmiques accrocheuses, faisant le lien entre les genres électroniques, entre la new wave. Ils mélangent leurs influences beaucoup plus larges, allant du blues rock à l'indie-tronica, lofi et au du post-punk à la techno. Un fort contenu rock, mais pas de clichés pour ce groupe, pas de cases pour les mettre. On écoute tout de suite Yera Yera, Left Out. So small and then it cry.
vous êtes de retour sur le Chant des Sirènes sur Westrack Radio, enfin dans le Chant des Sirènes sur Westrack Radio. On a écouté Yera, Left Out, encore une belle proposition de Marie pour se mettre en jambes pour cette émission un petit peu sous le thème, j'ai envie de dire, du poison, de l'empoisonnement, des choses toxiques, comme cet hiver qui n'en finit plus et qu'on veut qu'il sorte de notre quotidien. Voilà. Et donc Doris, tu as pour habitude de nous tirer le portrait de tueuses en série, de tueurs en série, mais surtout des femmes. Et ce soir, tu vas nous parler d'empoisonneuses. On t'écoute. Exactement. Alors, dans l'inconscient collectif, la femme tueuse en série, c'est souvent une empoisonneuse. C'est vrai qu'il y a des exemples concrets, Violette Nozière, Marie Bénard, Marie Lafarge, Hélène Gégado, Giulia Tofana, les anges de la mort, ces fameuses infirmières qui, dans des élans de compassion zélés, oxysent. Alors, j'ai appris à ma grande surprise que le verbe oxyre ne se conjuguait pas au présent de l'indicatif, mais du coup, donc je l'invente. Donc, pour ne citer qu'elle. Dans un article publié sur le site des Inrocks, la journaliste Audrey Renaud interroge, ou plutôt elle dit, comment le mythe de la femme empoisonneuse perdure au fil des siècles. Mythe, car on remonte très loin dans l'histoire. On se souvient d'Agrippine, sœur de Caligula, mère de Néron, famille tout à fait saine au demeurant, qui aurait fait porter à son époux Claude un repas de cèpe contenant du poison, plus précisément de l'amanite phalloïde ou de l'amanite tue-mouche, entre autres méfaits. Au XVIIe siècle, à la cour de Louis XIV, va éclater l'affaire dite des poisons. On va retrouver dans les affaires personnelles d'un officier nommé Gaudin de Sainte-Croix 9 lettres de sa maîtresse, la marquise de Brinvilliers, accompagnées de plusieurs fioles ayant contenu du poison. Dans ces lettres, cette dernière reconnaît avoir empoisonné son père et ses 2 frères. Sur ce point, on omet souvent de dire que Gaudin de Sainte-Croix, l'amant donc, était passionné d'alchimie. Devenu donc le petit fiancé de la Brinvilliers, comme on disait à cette époque, après moult rebondissements familiaux à la Dallas, il a enseigné à sa maîtresse l'art de l'empoisonnement. Il lui a même donné l'adresse d'un maître chimiste qui tenait boutique au Jardin Royal des Plantes pour encourager cette dernière dans ses dessins, afin qu'elle se procure les matières premières et de se poser la question qui dans cette histoire est le ou la plus empoisonneuse des 2. Début du 19e siècle, on se souvient d'une autre empoisonneuse, Hélène Gégado, dont je vous avais déjà parlé sur cette antenne, qui reste à ce jour l'une des tueuses en série les plus prolixes, avec une 60aine de victimes empoisonnées à l'arsenic, dont des enfants en bas âge, sa plus jeune victime ayant 3 ans. On rappelle qu'elle fut condamnée à mort et exécutée. On peut parler aussi à cette époque de Marie Lafarge, surnommée l'empoisonneuse du Limousin. On note au passage cette façon de toujours dire l'empoisonneuse de tel endroit en appuyant bien sur le féminin empoisonneuse, alors qu'on ne dit pas le flingueur de Taratata ou le coutelier de Tombouctou. On note qu'il y a vraiment là une nécessité d'adjectiver la femme dans son crime. Bref, donc Marie Lafarge, condamnée le 19 septembre 1840 aux travaux forcés à perpétuité, avait empoisonné son mari. Bien sûr, on ne saurait parler d'empoisonneuse sans citer Violette Nozière, qui a donc empoisonné son père dans les années 30, condamnée pour ce parricide autant que pour son style de vie extrêmement dissolu pour l'époque. Elle avait finalement été libérée 12 ans après avoir été condamnée, faisant son mea culpa et ayant ensuite une vie exemplaire. Comprenez qu'elle ne courait plus les garçons. Et puis dans les années 50, il y a eu la fameuse Marie Bénard, surnommée la Brinvilliers de Loudun, en référence à notre copine précédemment citée, où on l'appelait aussi la bonne dame de Loudun. Vous savez, cette vicieuse bonne dame qui cachait en elle de terribles intentions. Soupçonnée d'être une empoisonneuse en série, elle avait été inculpée pour le meurtre par usage de l'arsenic de 12 personnes, son mari, sa mère, son père et une dizaine de proches. Condamnée en première instance, elle a finalement été acquittée faute d'éléments matériels, mais elle restera malgré tout éternellement l'empoisonneuse de Loudun. Elle portera cela toute sa vie de femme libre. Et de conclure par une Italienne, Giulia Tofana, qui aurait tué des centaines d'hommes au cours du XVIIe siècle. Pour parvenir à ce morbide record, l'Italienne avait transformé son commerce de cosmétiques en usine à poison pour produire une préparation mortelle joliment baptisée Acqua Tofana. Selon la légende, il se raconte que Giulia serait à l'origine du meurtre de plus de 600 hommes entre 1633 et 1651. J'ai jamais su si on disait 1600 hommes ou 1600 hommes.
600 hommes. Ouais, bref, en tout cas, On peut dire les deux. 600. Si c'est pas ça qu'on appelle de la suite dans les idées, vous me direz quoi. Donc, mythe ou réalité, le poison serait-il l'arme fatale de la femme, tout comme la femme a souvent été accusée d'être fatale elle-même et ainsi d'être elle-même. Attendez là ma phrase là. Et ainsi d'être elle-même en tant que femme un poison. Les empoisonnements souvent qualifiés comme le crime des lâches, donc le crime des femmes, le sexe faible. Pour Brigitte Rochelandais, historienne et criminologue belge, autrice d'ouvrages sur la condition féminine au fil des siècles, les chasses aux sorcières ou la prostitution, le poison est perçu comme une arme féminine car les hommes ont décidé de cette interprétation. Un peu comme pour les sorcières, vous voyez le genre quoi. En tout cas, la dernière grosse affaire liée au poison et celle de la Josacine empoisonnée, c'est un homme qui a été condamné dans cette histoire, bien qu'il ait toujours clamé son innocence, encore aujourd'hui, alors qu'il a purgé sa peine et qu'il est libéré. Bizarrement, dans cette histoire, c'est la mère de l'enfant assassiné qui a été le plus visée par les critiques, jugements et accusations dans cette sordide histoire. On rappellera qu'à l'issue du procès où l'auteur présumé Jean-Marc de Perrois avait été condamné à une lourde peine, c'est la mère qui a dû sortir escortée par la petite porte du tribunal sous les huées et les crachats du public. À se demander si le poison est éternellement lié à la femme, même quand les faits disent le contraire. C'est une chose sur laquelle il serait bon de méditer. Et pour conclure, je vais vous donner quelques noms. Edmé Samuel Castin, Olivier Capelaer, Gérald Contre, Laurent Gotteland, Fernand Lebord, Jean-Claude Jacquemart, Louis-Edmond Baude, Henri Katzel. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Les empoisonneurs. Voilà, ce sont tous des hommes et ce sont tous des empoisonneurs. Sauf qu'on ne les appelle pas comme ça, on dit que ce sont des meurtriers ou des assassins. Petit aparté alors vraiment légère, comment est-ce qu'on appelait l'une des plus grandes rockeuses de tous les temps ? Ah oui, donc c'est Poison Ivy. Poison Ivy, des Cramps. La femme poison, un mythe qui n'est pas prêt de se déconstruire. Merci Garde à vous. Doris. Garde à vous, plutôt. En effet, un très beau constat. Et merci, des belles histoires encore de tueuses, de meurtrières. On les aime bien, quand même. Oui, c'est des cuisinières finalement qui avaient des épices un peu particulières. Tout simplement. C'était les influenceuses avant l'heure, mais voilà, qui passaient leur vengeance et leur... 1600 quand même. On connaît pas. 600. Ah, moi j'ai cru 600. 1600. C'est déjà pas mal. C'est pas mal, 600. C'est pas mal. 600, C'est un ouais. petit village, quoi. Bon, Voilà. Moi, je pense que ça veut dire quand même qu'elle était très sociable Ouais. pour avoir et puis- autant d'amis. Qui a été douée en tout cas. Commerce qui marchait bien. Ouais, parce que sans se faire pécho, c'est pas mal quand même, 600. Bah Parce que ouais. ça se voit quand même. Et c'est Sans hommes en moins. Bah, ça s'est vu à un moment. Hein. Tu m'étonnes. C'était quoi le produit qu'elle vendait? Un truc pour contre les problèmes érectiles ou... Non, bah écoute, Même je pas. ne sais pas. Puis ça avait l'air, alors faut que je reprenne mon petit. Parce Non, que non. ça se trouve, c'était un bon moyen, ça d'attirer les victimes. Ah bah il va. Eh ben alors moi je vous propose quelque chose pour la prochaine émission. Je fais une recherche juste sur celle-là. Ouais, carrément. Voilà, pour Ouais. tenter d'expliquer. Ouais, quel était Avec plaisir. le le moteur, motif, ouais. voilà. Le moteur, le motif, ouais. Le leitmotiv. Ouais. Ah, c'est pas facile. Super, merci Doris encore, c'est très très chouette. Faut qu'on fasse une une parution de tout ça, Ouais, c'est un un peu extrait Maman Ours audio. vous raconte. Ouais. Les histoires. Non, c'est super, toute une Maman série. Ogre. Voilà. Oh. Toute une série qu'on vous encourage à réécouter dans les émissions précédentes. Eh bien, on va continuer sur un autre morceau, une autre sélection Ok. musicale de notre empoisonneuse musicale préférée. Mais pas de problème. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, je sais pas comment ça se prononce le nom du groupe, bah parce là. que ça s'appelle, alors, soit Gen, ça s'écrit G-E-2-N, mais le G, pardon, il y a un petit accent circonflexe, mais à l'envers. Un petit chapeau à l'envers. Oula. Donc je sais pas si c'est Gen, si c'est Gain, bref, bon, ça s'appelle le groupe Gen, on va le dire. Mêle alt-punk et art-pop, en passant par la noise rock et le post-punk, et même le jazz. Elles sont basées à Brighton. Le groupe est composé de Janelle, Rosa, Léona et Lynn. Ce qui les distingue, c'est avant tout leur liberté qu'elles laissent s'exprimer dans chacune de leurs compositions. Au-delà de transgresser les cadres et les codes, leurs morceaux racontent notamment l'histoire de l'acceptation de soi, de ses envies, au fil du temps, et aussi des contradictions de l'être. On écoute le morceau Reprise, That Girl de Gain. Spend
She's so happy in her own company, functioning as she explores her primal nest. Her heart beats through her own catharsis. No time for prayers or for spiritual healing. Is another way to feed the ego. Don't get me wrong, another futile feeling. Spend all my time watching shape-shifting, reclaiming back a sense of remorse, empty like a missing tooth, reeking by nature's sedative, as I'm feeding on her stolen limbs, fading mass and misconceptions, stagnant bodies roaring in the night, a sudden cry, a sudden victory. Bring me some more pie to fill what's empty. Fruit as raw as the early morning. As I watched, creaking through the doorways. As I watched, creaking through the doorways. As I watched, through the doorways. Death upon the Monday, death upon the many, inhaling the victory, but the air is still heavy. Death upon the Monday, death upon the many, inhaling the victory, but the air is still heavy. Death upon the Monday, death upon the many. Et vous êtes de retour dans le Chant des Sirènes sur Westrack Radio. Merci Marie encore une fois pour cette découverte musicale dont on ne sait pas prononcer le nom. Un groupe de Jane. femmes anglaises Je pense que c'est de Jane, Brighton. ouais, Jane. tout à fait. Voilà. On va dire ça. Eh ben merci. Sinon, appelez-nous, hein, dites-nous. Donc Doris vient de tirer le portrait d'empoisonneuse et de nous dire à quel point les femmes meurtrières étaient vite cataloguées comme empoisonneuses. Mais il y a aussi plein de choses qui nous empoisonnent le quotidien. N'est-ce pas Marine ? Tout à fait. Eh Je ben, peux vous le dire. ouais. Je peux vous l'affirmer. La France a peur. Aux actualités, les scènes d'horreur se succèdent. Le pays est à feu et à sang. L'ombre de la guerre civile est tapie dans chaque ruelle. Tremblez dans vos chaumières, tremblez dans vos bureaux. Vos rêves ne sont plus et les cauchemars parsèment vos jours. Ouvrez les yeux. La gangrène, la vermine, le choléra et la peste sont bel et bien présents, tels des chevaliers de l'Apocalypse, venus nous annoncer la fin des temps. Et les agents wokistes de l'Antéchrist sont reconnaissables par le marque de la bête, le 6.6.6, en point médian et en écriture inclusive. Arrière, Satan. Alors, pardon, désolé. C'était très bien. Je crois que l'écoute m'a un peu embrouillée, donc j'en Vous étais... êtes bien sur Westrack Radio, hein. Vous n'avez pas Ouais. changé de canal, vous êtes toujours sur une radio associative et Voilà. culturelle. Reprends ça, Marine. J'étais- ouh. Donc j'ai écouté Europe 1. Voilà. Ah, voilà la raison de cet écart. Et ben c'était pas facile. Tu m'étonnes. Voilà. Alors j'ai appris plein de choses intéressantes. Par exemple que nous étions en guerre civile, qu'il existait un privilège rouge. Ah ouais. Alors, d'accord. c'est le privilège des Du- gauchistes, il Ah, faut le d'accord. savoir. Je pensais que c'était privilège Ah, du bon. sang, des non, règles. non, c'est le... Bah non, sinon ça saurait. Alors que Mélenchon était un ayatollah. Voilà. D'accord. Que nous vivions sous le régime de la charia. Et que les femmes étaient connes. Voilà. Bon, ça c'est. Bon, je vais pas faire la sur liste. Europe 1. Juste sur Europe 1 et juste sur la matinale. Donc, c'est vrai que je vais pas vous faire la liste parce que déjà vous la connaissez à force de l'entendre matin, midi et soir, et que ça n'apporte rien à part la consternation. Alors, moi, ce qui m'a frappé en écoutant Europe 1, c'est la structure qui, me semble-t-il, en dit plus sur le projet politique que les mots qu'ils disent en eux-mêmes. En écoutant les programmes Info et Société, la tension est permanente. Et pour que tout représente une tension, il n'y a aucune hiérarchisation. Les événements internationaux sont traités comme des faits divers, et les faits divers comme des événements internationaux. Tout est équivalent, tout est important, et finalement, rien ne l'est vraiment. Les informations ne sont qu'un objet du discours, mais n'existent pas en elles-mêmes. C'est pour cela qu'elles peuvent être vraies ou fausses, ou même partielles. Cela n'a aucune importance. Elles ne sont là que pour nourrir une tension. Et cette tension est nécessaire pour tenir les auditeurs en haleine. Ils sont captifs car ils attendent une résolution, mais elle ne vient jamais.
alors la tension, elle s'intensifie. Elle doit s'intensifier. Si l'on ne peut pas sortir, alors il faut monter. Les mots sont de plus en plus durs, les détails de plus en plus sordides, intimes, insoutenables. Il n'y a aucune respiration. Je me demandais d'où venait mon sentiment de suffoquer. Et en fait, ça vient de là, de ce manque d'air. Or, la tension demande une résolution, un relâchement, une fin, par tous les moyens. Il n'y a pas de moment de silence non plus sur Europe 1. Or, la radio, c'est aussi une histoire de silence. Voilà. De pause, de calme. Là, il n'y a que du bruit. C'est le bruit de la télé, la lumière en moins. Alors, tout se répète. Jusqu'à l'absurde, avec des chroniques où ils se repassent leurs meilleurs moments au sein même des émissions. C'est comme si on avait commencé cette émission par un best-of de la dernière émission. Et on rigolerait de nous-mêmes, entre nous, en se citant. On commenterait nos commentaires. Et ces nouveaux commentaires serviront de base à d'autres commentaires. Et puis, il y a les humoristes. Alors, c'est sûrement en écoutant Gaspard Proust que le projet politique est le plus clair, car il est énoncé sous cette ombrelle protectrice qui est l'humour. Proust se présente comme misanthrope, sarcastique, cynique. C'est de l'humour noir, donc ça va. Hein. Et il déroule un projet fasciste, parlant de remigration fêtée au champagne. Il appelle Donald Trump et Javier Milei « papa », fait des allusions homophobes et parle des muscles de Bardella. Les rires sont discrets et gênés en plateau. Ce n'est pas franchement la rigolade, car c'est peut-être le seul moment de vérité où il dit frontalement ce que les autres ne disent pas aussi frontalement. Il est le moment de résolution de la tension. Pour que la tension cesse, la seule solution politique qui s'offre à nous, c'est le candidat et le parti qu'ils ont choisi. Et sinon, vous trouverez bien un moyen de faire baisser cette tension en vous appliquant à faire ce qu'ils appellent de leur vœu, la violence. Oh, attention, ils n'appellent pas à la violence, hein. Ils disent simplement qu'elle est inéluctable. Et dans ce monde-là, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de vie, et puis il n'y a pas d'avenir. Leur seul horizon chantant, c'est un passé qui n'a jamais existé. Mais la joie ne peut pas être nostalgique, elle doit se projeter. Et pour se projeter, il faut être du côté de la vie. Alors moi, je vais essayer de ne pas désespérer. C'est pas facile, mais ma joie m'appartient et ma colère n'est pas une haine. Devant l'orage qui s'annonce, chaque pas dansé est un point levé. Et je voudrais aussi terminer sur une petite citation de Khalil Gibran dans Le Prophète, qui disait, en parlant des enfants, « Vous pouvez leur donner votre amour, mais pas vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez loger leur corps, mais pas leur âme, car leur âme habite la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même en rêve. Vous pouvez vous efforcer d'être semblable à eux, mais ne cherchez pas à les rendre semblables à vous, car la vie ne revient pas en arrière et ne s'attarde pas avec le passé. » Waouh. Merci Marine. Venez du côté de la vie avec nous. Voilà, Mais oui, on essaye d'aller du côté de la vie. autre chose est possible. Ça me fait vachement penser à la série La Fièvre. Tu l'as regardée sur Non. Canal+. On m'en a- Encore. Ouais. On m'en a parlé aussi. Et c'est exactement ça, c'est comment la haine peut monter grâce aux médias et c'est absolument terrifiant. Et la suffocation dont tu parlais par rapport à ton écoute d'Europe 1, je l'ai ressenti pendant la série. Genre, il y a des moments où je me disais, mais merde, on y est complètement, quoi. L'acceptabilité du racisme, on l'a déjà dépassé depuis un petit moment. L'acceptabilité de la haine des femmes, des personnes LGBT, pareil. Ouais. Et donc, c'est quoi l'étape d'après ? C'est C'est génocide en fait. Enfin, on voit. Enfin, on y est déjà. En fait. C'est même pas génocide l'étape est d'après. ok, donc c'est quoi l'étape ? Et c'est ça qui est assez. Alors, je voulais peut-être en parler pendant les infos, mais c'est un truc qui m'a beaucoup choquée. Il y a une image qui a été tournée par un journaliste palestinien qui montrait des gens à la plage de Gaza qui se baignaient. Voilà, alors que c'est la guerre. Et ce journaliste-là, il a pris cette cette vidéo en disant malgré la guerre, malgré les meurtres, malgré tout ce qui se passe, la vie, elle continue. Donc c'est un truc... Et cette vie-là, ils l'ont pas supportée. Mais les gens qui se font tuer devraient pas avoir ces moments de respiration et de vie. Et je trouvais que ça disait beaucoup de choses sur le fait qu'ils étaient vraiment de ce côté de la mort, en fait. Plus rien ne doit exister. Et même pas le minimum de joie. Voilà. Merci d'avoir écouté Europe 1 pour nous, parce que je le referai on pas. n'en aurait Non, pas. nous non plus. On voit que ça t'a voilà, ça t'a marqué, ça nous a marqué aussi ton récit, puisque c'est Ouais. très touchant ce que tu en ressors.
Et bah voilà, on va essayer de continuer à rester du côté. Alors nous, l'information, elle est un peu tout au même niveau, mais parce qu'on trouve que tout est important. En fait, c'est pas ça, c'est que là, tu vois, ils vont traiter tout de la même manière. Et du coup, 30 000 morts d'un côté et un mort après un fait divers, c'est la même chose. Ouais, en bien fait. sûr. Et tout du est coup, mis au tout même, n'a plus rien à d'importance. Ouais. Ça, on s'habitue à la violence. Voilà. Ça devient Non, mais banal, t'as très bien analysé, en fait, en effet, le fonctionnement de ce type de médias. Et ça devrait être, je sais pas, ce que tu viens d'expliquer devrait être diffusé auprès des plus jeunes générations. Mais merci. C'est européen, c'est pas CNews, quoi. C'est ça qui est flippant. Alors Oui. si, C'est un Oui, peu non, les mais je veux mêmes. dire, maintenant, Non, si, mais je veux dire, dans la tête des gens, c'est pas la même chose. CNews, mais- c'est voilà, On valeurs sait, actuelles, voilà. ok, on sait. Mm. Mais Europe 1 reste une radio dans la tête des gens qui est une des radios les plus écoutées, qui est ok, quoi. Ouais, puis ils font toujours des plateaux en fait Mm. avec CNews, c'est-à-dire que c'est les mêmes personnes que CNews. C'est Sonia Mabrouk, c'est Pascal Pro, c'est voilà, c'est toute cette clique-là et ils sont à la fois avec le logo CNews, à la fois avec le logo Europe 1. Merci Marine. Bon, en même temps, on a lancé un thème poison qui n'était pas. Voilà. Hein, qui Ah pouvait- bon, allez. Voilà. Moi, je suis dans le déni, hein, clairement. Donc, Voilà. Mais tout non, va mais bien. Il faut qu'on soit dans la joie. Mais on est dans la joie. Non, c'est pas obligé, hein, évidemment. On a le Non. droit d'être triste, on a le droit d'être Souris, bordel. sensible à tout ce qui se passe dans ce monde, quoi. Mais effectivement, c'est comment. Comment faire face Ouais, comment continuer à se dire que ça va aller, même si ira sûrement pas, mais peut-être que oui, en fait, faut espérer que les femmes prennent le pouvoir et. Taylor Swift. Taylor C'est Swift. clair, on compte sur toi, hein, que Trump ne passe pas, ce sera grâce à toi, j'espère. Bah écoutez, je vous propose une petite phase d'actualité justement, puisque voilà, on vient de parler de chaîne d'actualité. Et Restons ben dans nous le dur. aussi, faisons un petit peu d'actualité. Et ce soir, je vous pose la question, qui veut gagner des milliards? Je veux bien. Voilà. Ouais, moi je suis pas contre. Hein. Eh bien, vous avez peut-être vu passer cette information que je trouvais plutôt positive, justement. Alors, c'est peut-être une façon de se voiler la face sur ce monde qui part à volo. Mais j'ai trouvé que c'était quand même assez chouette. Et donc, il s'agit d'une femme, bien évidemment, Ruth Levy Grossman, docteure américaine en éducation, plus précisément en cognition humaine et en psychologie éducative. Ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas. Professeure, aujourd'hui âgée de 93 ans et qui a toute sa vie travaillé sur les troubles de l'apprentissage chez les enfants et les adultes. L'éducation est chez elle un sujet central, puisqu'au-delà de son métier de professeur, elle développe des procédures de dépistage et de traitement pour les personnes qui ont des troubles d'apprentissage et fonde un programme d'alphabétisation pour les adultes. Elle est depuis 2002 membre du conseil d'administration du Collège de médecine Albert Einstein, une faculté de médecine et un important centre de recherche situé dans le Bronx, un quartier de New York, aux États-Unis. En 2022, avec son mari, en 2022, son mari, avec lequel elle est mariée depuis 72 ans, chapeau, son mari décède, David Grossman, un riche homme d'affaires de Wall Street. Sa succession est évaluée par Forbes à 3 milliards de dollars. Fortune dont il dira à sa femme « Fais-en ce que tu jugeras bon ». Alors qu'ils avaient déjà fait un don de 25 millions de dollars au Collège de médecine Albert Einstein en 2008 pour fonder un institut de recherche, en février 2024, elle a annoncé devant les étudiants du Collège Albert Einstein de New York qu'elle faisait un don de 1 milliard de dollars Allez, bam. pour couvrir les frais de scolarité des étudiants. Quand on sait que les frais d'inscription sont de 59 000 dollars par an, les étudiants s'endettent et l'accessibilité est forcément limitée. Elle espère donc qu'avec ce don, ouvrir les portes de l'université de médecine à des étudiants qui n'en auraient pas eu les moyens. Donc avec ce don de 1 milliard, elle donne une grande porte ouverte aux futurs étudiants pour pouvoir accéder aux études de médecine. Voilà, c'est plutôt un bon don. Ouais. Voilà. Merci Rose. Carrément, si tout le monde était comme ça, enfin, si Voilà. tous les milliardaires étaient comme ça. Ben, aux États-Unis, je crois que heureusement qu'il y a beaucoup de gens riches qui font des dons dans les universités. Parce que, Ouais, c'est clair. voilà. Bon, après, ils sont détaxés. Donc. Ouais. Marine, bordel. Voilà, non, du reste positif. positive, merde. Mais je crois que c'était dans le programme de Bernie Où la Sanders. cloche, là Je crois que c'était dans le programme de Bernie Sanders en 2016 de dire qu'il fallait annuler la dette des étudiants. Oui, il y avait quelque Et chose autour que- de ça. ouais. Ouais.
Ah, c'est pas con, hein. Mais c'était pas con. Non, c'était pas con. Bah oui, parce il qu'à avait coût raison, le de vieux. 59 000 $ par année, Ah non, mais laisse tomber. bah oui, les étudiants sans dette, ils Incroyable. sortent des études avec 200 000 $ C'est de clair. dette. Comment tu veux faire? Voilà. Déjà, c'est même pas là. Enfin, t'achètes une maison, déjà, t'es endetté. Voilà. Alors, en plus, t'as même pas commencé à bosser. Et alors c'est pas une actualité, c'est plutôt un rappel historique, c'est que hier, très précisément, le 21 avril, c'était les 80 ans du droit de vote pour les femmes en France. Mm. Puisqu'en 21 avril 44, Mais oui. 1944, les Françaises acquièrent le droit de vote et l'éligibilité aux élections politiques. Près d'un siècle après l'adoption du suffrage universel masculin, pour les hommes en France, en 1848, les femmes deviennent donc des citoyennes à part entière. Alors, pourtant, il a fallu du temps pour en arriver jusque-là, alors que la France n'était quand même pas non plus... c'est quand même le pays de l'homme de gouge qui fait en 1791, dans son livre « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne », parle de ce droit de vote. Il y a d'autres femmes qui ont agi pour ça. Il y a Jeanne de Rouen, institutrice socialiste, qui se présentera aux élections législatives en 1848. Mais les femmes n'ont ni le droit de vote, ni le droit d'être élues, donc elle n'est pas présentée. 1848, année de naissance de Hubertine Auclair, une sacrée bonne femme celle-là, assez peu connue et pourtant sacrément avant-gardiste, militante et obstinée. Elle intègre en 1873 le Journal des femmes à Paris sur l'invitation de Victor Hugo, fonde en 1876 la société Le Droit des femmes qui devient en 1883 le suffrage des femmes. Et déçue que le Congrès international sur le droit des femmes qui se tenait en 1878 à Paris ne soutienne pas le suffrage des femmes, elle choisit de défendre l'idée qu'en l'absence de représentation légale, les femmes ne devraient pas être imposables. En gros, j'ai pas de droit, donc j'ai pas de charge, je ne vote pas, donc je ne paye pas. Et donc elle entame une grève de l'impôt. On est en 1878. Pas mal. Elle s'immiscera aussi dans des cérémonies de mariage pour créer du chahut au moment où il est question que les femmes doivent obéissance à leur mari. Elle brise une urne lors d'élections municipales en 1908 et se présente aux élections législatives en 1910. Et c'est d'ailleurs à cette suffragiste que l'on doit le mot féminisme, tel qu'on l'entend aujourd'hui. Parce qu'avant de revendiquer la cause des femmes, le féminisme désignait une maladie touchant les hommes qui se féminisaient. Et donc décédée en 1914, malheureusement, elle ne verra pas le droit pour lequel elle s'est battue se concrétiser. Et donc, 80 ans que nous, femmes, nous avons le droit de voter et d'être élues. J'emmerde le patriarcat. Désolé, je pouvais pas m'en passer. J'ai vu ton regard coquin. Voilà. Bah ouais. Anne-Laure, tu voulais nous partager Ouais, quelque mais avant, chose. j'avais Ouais. une actu aussi. Ah. C'est bientôt, on va fêter les 80 ans du débarquement en Ouais. Normandie des troupes alliées. Et c'est l'occasion aussi de rappeler que les femmes ont payé un sacré prix lors du de la libération. Donc, elles ont été violées en masse par les armées libératrices, que ce soit en France ou dans les pays du côté du nazisme. J'avais une collègue qui avait fait une grosse enquête en Italie, dans le nord de l'Italie, sur ce que les Français ont fait quand ils ont libéré, entre guillemets, l'Italie, donc des viols systématiques des enfants, des femmes, des petits garçons. Et ça, c'est une histoire dont on parle pas, et je suis certaine, je l'attends au tournant, mais qu'on ne va pas en parler encore une fois, des femmes tondues aussi, et des femmes violées. On va juste dire bravo, et on peut quand même dire bravo à certaines personnes, hein, mais bon, on va juste dire bravo et on va oublier encore une fois cette histoire. On va la garder bien profond dans un coffre bien rouillé. Voilà, donc je pense qu'il faudra être au rendez-vous pour se souvenir de ça aussi. Complètement, non, mais t'as raison, je pense Une que ça arme va de guerre être aussi, tu. ouais. Oui, tout à fait. Ouais, c'était ça ma petite actu Ouais. du passé. Et sinon, moi, j'avais une petite reco culture, c'était si vous avez Netflix, de regarder la série Mon Petit Renne. Je sais pas si certaines... Non, je l'ai pas. Enfin, Je j'ai l'ai- vu le truc passer, mais j'ai Je l'ai pas regardé. dévoré. Tu l'as dévorée Ah, là, je l'ai tu dévorée. Ah ouais, c'est bien. m'étonnes. Au sens propre, comme au sens elle figuré. est extraordinaire. Ah A ouais. priori, c'est une série où le personnage principal, Donnie, est un loser victime d'une serial harceleuse érotomane qui s'appelle ouais. Martha. Et a priori, c'est un cauchemar qui se borne aux conséquences de cette fâcheuse interaction où Donnie offre par pitié un verre à Martha qui s'épanche sur le comptoir du pub où il travaille et le piège se referme complètement sur lui. Quoi qu'elle fasse, il semble n'avoir jamais l'attitude qu'il faut pour se protéger.
vrai. Est-ce que c'est de la bêtise ? Eh bien non. A priori, il y a un gentil, une méchante, mais en fait, cette série fonctionne en poupée russe. Le cataclysme Martha, aussi dévastateur soit-il, elle est absolument flippante. Soyons honnêtes, Oui. est une goutte d'eau dans la construction virile chaotique de Donnie. Il engendre une prise de conscience extrêmement brutale chez le jeune homme. Martha, c'est un peu un symptôme. Et a priori, c'est une série, mais en fait, c'est une autofiction du créateur, Richard Gad, qui a vécu tout ce qui est dans la série en vrai. Et je trouve que c'est pour le coup, c'est rare de le dire ici, mais que c'était couillu de faire une série comme celle-ci aujourd'hui. Voilà, donc... clap, quoi. Ah oui, non, je me suis pas encore vraiment remise de la série, je crois. Ah ouais. Tellement elle clairement. est inattendue. Ok. Ouais. Voilà, Bah, vous m'avez donné inattendue, envie. extrêmement bien construite et pose plein de questions et enfin c'est voilà. Et très bien joué. Alors extrêmement bien joué. Ouais, vraiment. Je pense que j'aurais du mal à croiser les comédiens. On est d'accord. J'ai très peur. Donc je plus sois en effet. Très Ouais. bonne série à regarder. Ouais, moi je conseille aussi une petite série qui s'appelle Samuel sur Arte. Ah oui, je l'ai qui pas est regardé. très mais- choupinou. C'est un Elle petit est garçon de adorable. 11 ans avec c'est un peu Martine à la plage et tout ça, mais c'est Samuel qui vit sa vie de petit garçon de 11 ans et elle est vraiment très belle, très douce et très drôle aussi cette petite série. C'est des épisodes de 3 minutes, je crois. C'est vraiment dessiné au stylo noir. Enfin, c'est très beau. Je vous la conseille. Elle est très jolie. Je peux elle pas est très- citer l'autrice ou l'illustratrice, mais J'ai plus son nom, mais elle est vraiment, ouais, elle est vraiment très mignonne. chou dans ce monde de brut, un petit peu de douceur, c'est super. Très bien, on note. Merci pour toutes ces recommandations. Alors, attends, j'en ai Ouais. une. Ah pardon, excuse-moi. Un truc cool. Ah non, L'heure des non, pros. non. Tu veux nous recommander l'heure des pros, c'est ça? Non, je voulais vous recommander un reportage qui a été fait sur France 2 sur les masculinistes, où c'est un journaliste qui a infiltré, on va dire, les mondes masculinistes en France. Et c'est très intéressant. Le journaliste lui-même dit qu'il n'est pas ressorti de là très serein. Tu m'étonnes. Mais je trouve que si vous avez l'occasion de le voir, bon, après regardez Samuel. Oui, Voilà. ouais, c'est clair. C'est une petite tisane. Voilà, Pour redescendre un peu. Voilà. carrément. Ok, mais merci pour toutes ces recommandations, ces infos. Eh bien, on va passer un petit morceau Enfin, Marie va nous passer un petit morceau de musique. Ouais, et ben c'est le moment où on va basculer un petit peu là dans le soleil avec Rémi Wolf. Alors j'en profite parce que en fait elle est née Rémi Francis Wolf, un petit clin d'œil à mon petit garçon. C'est une chanteuse et auteure-compositrice américaine originaire de Californie. Musicalement, Wolf se produit dans ce qu'elle décrit comme un genre funky soul pop. Elle déclare essayer constamment d'innover le son de cette musique, la pop, et d'effacer les règles de celle-ci. Un peu de soleil et de funk dans ce monde de brut. On écoute Rémi Wolf avec le morceau Cinderella. I can be yellow, to be your brains by the afternoon, and I'm purple. So quick when I switch it up, for the mellow. I can be anything I wanna do, any color of the rainbow. Yeah, me and the boys in the hotel lobby, low tide, moon so bright, moving my hips from left to right. My, check my phone, feel it in my belly when I'm driving home. Like low tide, moon so bright, moving my hips from left to right. My, check my phone, feel it in my belly when I'm driving home. Like Cinderella, making babies on a company's dime. We're making baddies out of paper, better find us time. Me and the boys in the hotel lobby. Me and the boys in the hotel lobby. Me and the boys in the hotel lobby. Is there something wrong with the way that I'm designed? Can't find comfort in anything. Yeah. Should I change? Should I leave myself behind? And buy a boat to a private island? Baby girl, won't you dry your eyes? Don't stress because you're the
Vous êtes de retour sur le Chant des Sirènes sur Westrack Radio pour une émission comme tous les mois. Voilà. On essaie de voir le positif Voilà. dans le négatif. Bah oui, c'est vrai que forcément, tous les sujets qu'on aborde dans le Chant des Sirènes, à chaque fois, c'est des sujets d'actualité, oui, en tout cas. Des sujets pas toujours simples, mais voilà, on est là pour ça justement, pour parler de tout ça et pour décharger déjà entre nous. Surtout, carrément. Et partager et peut-être distiller des petites graines quelque part, sait-on jamais. On n'est pas là depuis 6 ans et 90 émissions pour rien. Voilà. Ça fait 7 ans, carrément. 7 ans, oui, bon, C'est pas grave, c'est pas grave. on n'est plus un an près. Donc on était on a écouté un autre morceau lumineux pop De Rémi chantant Wolf. de Rémi Ouais, tout à Wolf, fait. de Rémi Très, très Francis cool. Wolf. Yes. Et Anne-Laure, ce soir tu nous as préparé un fémage. Tout à fait. Un gros fémage aux fermières, aux agricultrices, aux paysannes, quel que soit le nom qu'elles choisissent pour se désigner. Moi, je suis petite fille d'agriculteur. La ferme familiale, c'est la Fumoire, à Mauges-sur-Loire. 110 vaches laitières, des prairies, des champs pour l'ensilage de maïs et un peu de colza. Sur le papier, c'était la ferme de mon grand-père, puis de mes oncles que je regardais faire la traite avec passion. Ma grand-mère, elle était à la maison. C'était une usine sur pattes. Elle faisait le jardin, elle faisait les lapins, elle faisait le ménage, elle faisait la bouffe, elle faisait tout. Mes tantes, elles s'occupaient des papiers de leur mari et de l'activité canard de la ferme. Et dans ma tête d'enfant, les agriculteurs, c'était les hommes qui portaient les combis. Des hommes qui n'avaient peur de rien, qui me ramenaient dans leur tracteur, des hommes qui me faisaient découvrir le bonheur de monter dans les bottes de foin et qui m'en sauvaient quand j'arrivais pas à descendre. Quand on avait fait les conscrits à 18 ans, donc les conscrits, c'est on fait le tour des fermes et on boit des coups, là aussi, je me disais, ouais, les hommes, ils ont peur de rien, ils boivent tellement et ça leur fait rien, etc., etc. Bon, bien sûr, il y avait des contre-exemples. Dans le village, une femme s'était installée en maraîchage bio. On avait dit que c'était une folle, qu'elle donnait des leçons à tout le monde et que c'était une conne et qu'il fallait plus lui parler. Pour qui elle se prenait, celle-là, en gros. Une autre avait réussi, après de longues années, à gagner enfin sa place d'éleveuse de vaches à viande en reprenant l'exploitation de son père. Pourtant, c'était quand même pas évident. Il n'en reste pas moins que dans ma tête d'enfant, l'agriculture, ça restait un univers archi-virilisé, un domaine fait par les hommes pour les hommes sur des gros tracteurs. Et depuis, je suis devenue journaliste et mes reportages préférés, c'est d'aller mettre un bon gros coup de pied au cul à ce préconçu d'enfant. J'ai passé par exemple de longues semaines avec Diane Bona, une rancher hyper badass dans une transhumance en Californie. Elle gère un troupeau de 300 vaches et elle donnait des ordres à tout le monde, elle gueulait à tout va. C'était un bonheur sans nom d'être avec elle. Son mec de 20 ans plus jeune disait d'elle « Moi, je répare les grilles et je ferre les chevaux. Elle, quand elle regarde un champ, elle sait que l'herbe est en repousse et qu'il faut bouger les bêtes, alors je les bouge. » Aujourd'hui, je voulais donc faire un fémage aux agricultrices, celles qui, de femmes d'eux, ont obtenu le statut de conjoint collaborateur que très très récemment, un statut avec des papiers, une protection juridique, un droit à la retraite. C'est tellement fou que les femmes soient agricultrices qu'elles viennent d'obtenir un vrai droit au congé maternité, et ce, depuis 2019. Elles ont aujourd'hui 8 semaines de congé mater, avant c'était 14 jours, avant 2019. Wow. Enfin, ça reste de la théorie, car il est difficile pour elles de trouver des remplaçants pour une si longue durée ou d'avoir suffisamment d'argent pour les payer, ces remplaçants. Alors, la plupart d'entre elles travaillent avec les bébés avec elles, où elles font travailler les grands-mères et les grands-pères, enfin surtout les grands-mères. Je voulais juste parler 2 secondes de toutes celles qu'on n'a pas forcément beaucoup vues lors des manifestations de février, qui montraient bien que ce grand capital fait à celles et ceux qui vivent ou survivent de l'agriculture, parce qu'elles n'élèvent pas la voix aussi fort que leurs collègues, ou parce que les journalistes, mes collègues à moi, ne vont pas les voir non plus. Bref, en ce moment, je bosse pour Madame Figaro, figurez-vous, sur un papier qui parle de la féminisation du secteur et de ce que cela va nous apporter à toutes et à tous, cette féminisation. Et je suis allée voir un peu plus loin que Karine Le Marchand et ses castings pro-diversité. J'ai parlé à de nombreuses agricultrices françaises, une vigneronne, une maraîchère, une éleveuse de vaches laitières, de vaches à viande, de cochons, et je trouve qu'elles font toute la révolution à leur manière, alors que tout pourrait pourtant être tellement compliqué pour elles. Certaines font des conversions vers le bio, l'agriculture régénératrice sur des petites parcelles, alors que le monde entier les pousse pour avoir l'espoir d'un salaire minimum à faire des emprunts pour acheter plus grand et inonder d'intrants terres et animaux.
Certaines font des expérimentations, inventent des nouveaux modèles d'activités connexes à la ferme, malgré les moqueries des voisins. Oh, regardez, celle-ci, elle a mis une mini petite maison dans son truc et elle le loue à des touristes. Ah là, elle a l'air con. J'ai parlé à une vigneronne qui me disait, après le dernier rapport du GIEC, il y a 2 possibilités. Soit on a un réchauffement climatique, soit une glaciation. Alors du coup, je vais planter plusieurs types de vignes anciennes sur une petite partie pour savoir comment elles vont s'adapter. Certaines se battent pour qu'il y ait plus de femmes dans les syndicats, dans les écoles, dans les chambres d'agriculture. Certaines créent des comptes sur Insta pour montrer que les femmes conduisent des gros tracteurs, pour dire à toutes les filles en maison familiale et rurale, en lycée agricole, ou toutes celles en général qui n'ont que l'agriculture en tête, que tout est possible et que les profs parfois ils disent bien des conneries. J'ai parlé à une toute jeune agricultrice qui reprenait la ferme de son père. Elle se dit pas féministe, elle ne fait pas du tout du bio, elle est loin d'être végane, mais pour moi c'est une vraie révolutionnaire. Elle me disait que depuis qu'elle était patronne, les vélages se passent différemment sur la ferme. J'ai de l'endométriose, alors j'ai une expérience de plus que mon père. Je ne tire plus le veau avec la corde, j'accompagne la vache dans la poussée et cela change tout. Oh. Meilleur taux de survie. De même, j'ai parlé à une bergère de l'Ardèche, Maïté, bergère nomade sur Insta, allez là le suivre, qui a lancé un collectif pour enseigner l'autodéfense féministe dans les alpages, en itinérance, après un MeToo des alpages. Et ça fonctionne, être une femme seule dans la montagne avec un troupeau, cela effraie de moins en moins, car la moitié des bergers de moins de 35 ans aujourd'hui sont des bergères. À ce sujet, je vous conseille la lecture du Féministe des champs, du retour à la terre à l'écologie queer de Constance Rimlinger qui vient de sortir aux éditions PUF. Bah, super, merci beaucoup. Cool. Oui, je pense que y a, dans l'agriculture au féminin, il y a des métiers qui sont des types d'élevage qui sont plus féminins que d'autres. Là, tu dis les bergères, donc les brebis, voilà, tous les ovins. Voilà, c'est ça. Bon, par contre, les bovins, là, c'est très masculin et en effet, parce que c'est des grosses bébêtes. Voilà. Et puis il faut avoir beaucoup et puis produire beaucoup et puis. Exactement. Mais très chouette. Et du coup, le métier se féminise vraiment. Ouais, vraiment. C'est un truc de fou. Aujourd'hui, c'est 35% des patronnes sont des dirigeants d'entreprises agricoles sont des femmes et ça tend à continuer à augmenter, quoi. C'est marrant parce que 35%, on le voit pas en fait. Non. Enfin, dans la représentation qu'on a de l'agriculteur aujourd'hui, notamment après la crise agriculteur est constante, mais en tout cas après les manifestations qui ont lieu ces derniers temps, on les voyait pas trop, quoi. Donc, non. Merci Madame Figaro de faire un sujet dessus. Pas des fois. Non mais alors, super. Ouais. Moi, je vais juste faire comme sur Skyrock. Spéciale dédicace à ma grand-mère Eliane. Et une spéciale dédicace aussi à ma belle-mère qui m'écoute, Rosalbe, qui était... voilà. Je pense que ça t'a parlé, Rosalbe, si jamais tu écoutes, et qui a fait partie de ces pionnières-là. Bravo. Cool. Ouais, bravo. Bah voilà, c'est marrant. Allez, petite parenthèse aussi, je suis aussi petite fille d'agriculteur et et tu vois, voilà, on est vraiment dans ce schéma de la femme de l'agriculteur à la maison qui s'occupe de tout mais qui n'est pas reconnue, qui a jamais rien, qui voilà. Donc moi j'ai connu que ce modèle-là, donc c'est chouette de savoir que ça a changé, que ça change. Et bravo à vous, bravo à celles qui font bravo que à les celles choses qui ont ouvert la voie parce que ça a été compliqué pour elles. Tu m'étonnes. Bah merci pour ce fémage, c'est très chouette, très chouette sujet. Et on a envie de creuser encore plus le sujet. Ce serait cool qu'on ait une femme agricultrice qui vient nous raconter. Tellement. Ouais. Grave. Et la proportion de femmes à la FNSEA, c'est... Ça, je sais pas, mais je pense que c'est chaud. Ouais. Syndicat, ouais. Eh bien, écoutez, on va écouter un petit morceau. On va vous raconter 2-3 bêtises et on réécoutera un dernier morceau parce que c'est bientôt la fin de l'émission. Bah oui, ça passe vite quand on est bien. Finalement. Moi, je vous propose de découvrir l'artiste Maddie Street. Donc, né avec un nom de scène qui claque comme ça, Maddie Street est habitué à se justifier sur son patronyme. C'est que Maddie est franco-britannique, inscrit à l'état civil français sous le nom de Madeleine Street. Classe aussi. Né il y a 25 ans, de parents anglais expatriés installés dans un petit village normand où il grandit entouré de musique. La question d'identité se pose aussi autrement pour lui,
qui se vit loin des stéréotypes de genre, explorant la non-binarité, cet entre-deux de la dualité féminine et masculine qui pour lui, dans sa petite enfance, priait tous les soirs pour se réveiller garçon. Avec un second degré très british inspiré de l'univers absurde des Monty Python, tout en contraste, flow rapide en anglais et en français, chanté d'une voix lascive et détachée autant que vindicative, reprenant l'esthétique du clubbing autant que celle du punk rap. On écoute Maddie Street avec le morceau Villains. I've always wondered why I like the villains more. Look a deep stare, oh where she could break my neck, but she never breaks, I swear. Oh yes, always looks the best. Tongue sharp, knife sharp, she cuts open your chest. Hair leaves you to bleed out, and let's nature do the rest. Kill a body, kill a mindset. She's everything that scares me, I still end up in her bed. Kill a body, kill a mindset. She's everything that scares me, I still end up in her bed. Take me to the underground, body lost and never found. Oh, never should have fooled around. Screamed her name, it was my last sound. Got a thing for the villain, yeah, the villain. Sweet little angel, yeah, she's covered in dust. She likes to go in the dark where things can get rough. She pursues those who aren't perceived and lets her horns stick out when you're down on your knees. Insane but in the very best way. Takes away your soul and calls it a day. Trip it by an enemy and messed up, but you try and think she kills her. Red from her lipstick on your white shit stains your brain like a nightmare. You really wanna keep her, but you ran out of luck, you lost her. Take me to the underground, body lost and never found. Oh, never should have fooled around. Screamed her name, it was my last sound. Oh, take me to the underground, body lost and never found. Oh, never should have fooled around. Screamed her name, it was my last sound. For the ones who love the danger, you're always driving, never change. Just stick to your guns, don't let them down. When she leaves, you're gonna come around and see. Yes, see the other villains in the sea. Take me to the underground, body lost and never found. Oh, never should have fooled around. Screamed her name, it was my last sound. Take me to the underground, body lost and never found. Oh, never should have fooled around. Screamed her name, it was my last sound. Et vous venez d'écouter Maddie Street pour terminer l'émission, enfin presque terminer l'émission en s'agitant un petit peu. Merci Maddie. Ouais, je pense qu'on va la découvrir sur tous les festivals cet été. Hein. Ouais, très Ouais, chouette. ouais. Merci encore une fois pour cette sélection musicale. Avec plaisir. Et pour terminer cette émission qui était un petit peu autour du thème du poison, sans vraiment être autour du thème du poison, je voulais quand même terminer avec voilà, des petits clins d'œil à des choses que j'ai vu passer ces derniers jours et qui sont un peu... qui représentent un peu toutes les choses qui peuvent nous pourrir la vie. Pardon, c'est la fin de l'émission, j'ai du mal à trouver mes mots. Toutes ces choses qui peuvent nous pourrir la vie, que ce soit des personnes, Darmanin d'émission. Darmanin d'émission. Toujours. Je l'ai pas fait aussi. C'était pour te faire bah, plaisir un parce petit que clin voilà, d'œil. c'était au cas où tu ne l'aies pas encore dit. Il faudrait faire un petit jingle. Ouais, c'est vrai. C'est clair. Allez. On va l'enregistrer juste après. Donc, toutes ces choses qui nous pourrissent la vie, que ce soit nous des personnes, des mots, des objets, des actions. Prenons par exemple l'inaction de nos gouvernements en matière d'écologie et d'environnement. Ben, vous avez peut-être entendu parler de cette décision historique. Pour la première fois, le 9 avril, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Suisse pour inaction climatique et pour violation de la Convention européenne des droits de l'homme. Après une requête portée par, je vous le donne, 2500 femmes de l'association suisse Aînées pour la protection du climat. Oui, aînées parce qu'elles ont plus de 64 ans, je crois. Elles ont porté une requête qui dénonçait des manquements des autorités suisses pour atténuer les effets du changement climatique qui, selon elles, ont des conséquences négatives sur leurs conditions de vie et leur santé. Donc, la Commission européenne des droits de l'homme devait dire si les États visés avaient enfreint la Convention, en particulier le droit à la vie et le droit au respect de la vie privée et familiale, en ne luttant pas suffisamment contre le réchauffement climatique. La Cour pointe donc de graves lacunes
de la Suisse, notamment parce qu'elle n'a pas quantifié les limites nationales applicables aux gaz à effet de serre, responsables de la hausse moyenne des températures. La Suisse est donc condamnée à verser 80 000 € à l'association suisse pour couvrir ses frais de justice et à l'obligation juridique de mettre en œuvre cet arrêt. Voilà, donc bravo à ces 2500 femmes, donc ce groupe des aînés qui s'est constitué en 2016, qui lutte depuis 2016 pour faire condamner la Suisse. Et c'est alors quelle portée ça aura, on ne sait pas encore. En tout cas, c'est un beau coup d'éclat, c'est peut-être le début de quelque chose. En tout cas, ça permet ça permet de mettre un petit peu un coup de projecteur là-dessus. Donc c'est assez chouette. Et puis, dans le poison aussi, il y a les mots qu'on nous colle, les mots qu'on nous colle notamment à nous, femmes féministes, voire même féminazis. Tout à l'heure, tu citais les woke ou les islamo-gauchistes, ou les éco-terroristes. Eh bien, Jeanne Hénin, une autrice française, propose un dictionnaire lumilutant. Elle propose de remplacer les mots qui nous mentent par les mots qui nous manquent. Et notamment, dans son dictionnaire, il y a le mot fémidoute. Donc, fémidoute, comme féminin et doute, c'est la difficulté à croire simplement la parole des femmes lorsqu'elles partagent un récit de viol ou de violence sexuelle. Par extension, cette expression est aussi utilisée pour qualifier l'habitude de mettre en cause la parole des femmes et la réalité de leur expérience vécue. Je vous donne un exemple. Le juge s'interrogea. Mais comment vérifier le viol ? On ne va pas toutes les croire. De toute évidence, le fémidoute est encore votre première réaction, monsieur le juge. Voilà. Donc voilà, un très, je vous le dis, dictionnaire poétique qui détourne beaucoup de mots de notre quotidien. Et maintenant, j'emploierai fémidoute au quotidien également. Voilà des petites nouvelles positives, je ne sais pas en tout cas, mais qui vont... positif. J'arrête là parce que j'arrive plus à parler. Voilà, soyons positifs. Restons fixés vers l'horizon et la lumière. Voilà, merci Marie. Eh bien, c'était notre 20e émission. Alors attendez. Si vous avez besoin de positivité, de vous sentir bien, il y a une super conférence demain à la librairie Les Vivants sur l'ascension du nazisme de 1919 à 1933 avec Agathe Bernier-Monod qui est passionnée et passionnante, qui est historienne à l'Université du Havre, et je vous conseille de venir, c'est de 18h à 20h. Et voilà, venez vous amuser. Restez informés en tout cas. Voilà, il y a plein de choses qui se passent, c'est chouette. Merci à toutes encore d'avoir été là ce soir, nous avoir partagé des beaux témoignages, des belles histoires, et puis on se retrouve dans un mois pour la 100e émission. Normalement, je crois que c'est la 100e, ou peut-être 101e. On s'en fiche les chiffres. Pour nous, ce sera la 100e. Voilà, ce sera la 100e dans notre cœur. Merci à toi, Caro, aussi d'être la maîtresse d'orchestre à chaque fois aussi, pour chaque émission. Et on finit sur un petit morceau d'un groupe qui s'appelle Rainbow Kitten Surprise. C'est à Boone. Alors, Boone, vous me dites c'est où ? C'est dans les montagnes de la Caroline, de la Caroline du Nord, ouais, tout à fait, dans les montagnes de la Caroline du Nord. Dans le dortoir de son université qu'est né ce quintet qui est en train d'imprimer sa marque dans le paysage musical américain. En toute indépendance, Rainbow Kitten Surprise développe depuis sa création une musique tout aussi nerveuse que délicate entre indie pop, folk, rock alternatif avec des harmonies vocales très maîtrisées et des textes souvent introspectifs et spirituels à forte dimension sociale et humaine, un peu comme nous. Allez, on vous embrasse. Dans un mois. Ciao, ciao. Soyez positifs. Do you like drums? Do you like cigarettes? Dominoes, rum. Sit on the sundown Sundays, Christmas Sundays. And when I need a few friends, now and again, I can never hope to keep them. Thought to give friends what I thought that they wanted. Never had they needed a good friend as I've been. Don't get me venting on friends who resent you, cause all you've ever done is been a noose to hang on to. They thought was a necklace and reckless. They fell into hell where you both hang with nothing to do but scratch, kick, like gravity went like fall, this, like gravity went like. You could leave it all behind, even the devil need time alone sometimes. You could let it all go, you could let it all go. It's called free fall, it's called free fall. Caught in the
devil and the devil said quit. Can't be bothered, better handle y'all shit. Keep about your wits, man, keep about your wits. Know yourself and who you came in with. Can I sit down? I've been hustling all day. I can't even count how many souls I made. Off the same deal, you wrong. Remember, the devil ain't a friend to no one. But find true when you can let it all go. You can let it all go. It's called free fall. It's called free fall. Cried to the devil and the devil say, hey, why you been calling this late? It's like 2 a.m. and the bars all closed. He dead in hell, it's a rule I made. Anyway, you say you're too busy saving everybody else to save yourself, and you don't want no help. Oh well, that's a story to tell. Like you can let it all go. You can let it all go. It's called free fall. It's called free fall. You can let it all go. You can let it all go. Cause ain't shit free but falling out. That shit's easy. Let me show you how it's like. But falling out, that shit's easy. Let me show you how it's like.